Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Le rapport final du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a été remis hier au président de la transition, le colonel Assimi Goïta à Koulouba. 302 recommandations et des résolutions y sont détaillées. La première mine de lithium du Mali commencera la production en août 2024. Elle sera exploitée par une société chinoise, Ganfeng Lithium, pour une durée de 21 ans. Mardi 14 mai 2024, mesdames et messieurs, bonjour, merci de regarder le journal de 13h. Le rapport final du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a été remis hier au président de la transition, le colonel Assimi Goïta à Koulouba. Un document qui retrace les aspirations du peuple malien sur différents chantiers, paix, sécurité, développement durable, entre autres. 302 recommandations et des résolutions y sont détaillées. Pour le président de la transition, la mobilisation et l'engouement des Maliens sont réconfortants. Le colonel Assimi Goïta rassure quant au suivi des recommandations. Le reportage de Sira Batili. Son Excellence le colonel Assimi Goïta. L'expression des Mali unis et réconciliés sur papier, l'on pourrait l'appeler la preuve matérielle du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, reçoit ainsi le rapport final du dialogue intermalien, un document qui retrace les aspirations des Maliens pour les différents chantiers, paix, défense et sécurité, gouvernance politique, l'économie et la géopolitique. Le rapport général du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est constitué de 5 commissions thématiques de ceux de toutes les régions, de 48 ambassades et consulats et des universités. Il contient les préoccupations que les populations ont exprimées, ainsi que les contributions reçues des associations de femmes et de jeunes et de personnalités diverses. Le document comporte également une présentation en images du dialogue intermalien et ses annexes. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale s'est déroulé dans les meilleures conditions et sans incident, à toutes les phases prévues. Le bilan dressé, c'est un président du comité de pilotage très à l'aise avec un rapport de mission accompli qui s'adresse au chef de l'État. Le moment de détente arrive avec des anecdotes. L'ancien premier ministre Ousmane Issoufou Maïga range la veste de Pinochet pour mettre le boubou d'humoriste. Monsieur Al-Bachar Agamadou, il est professeur de son État. Il est ressortissant du cercle d'Ansongo. Il a été désigné avec M. Zazier Norbert Dambélé pour être nos délégués à Koutchala. Nuitamment, il m'appela au téléphone pour me dire qu'on lui a proposé de la viande qu'il était impossible de manger. Je lui ai dit, Monsieur Al-Bachar, si Nazier était avec vous à Gao, qu'est-ce que vous aurez proposé? Il disait un bon gigot de mouton. J'ai dit, mais à Koutchala, qu'est-ce qu'il vous a proposé? Il lui a passé le téléphone pour me le dire. Le reste est connu. Anecdote qui fait état de la richesse culturelle du Mali. Ce message pour dire que le cousinage à plaisanterie a été favorable à ce dialogue rassembleur. Un espoir qui repose sur des conditions de paix énumérées dans ce rapport qui détaille les 302 recommandations du dialogue intermalien. La suite est connue, il s'agit de veiller à la mise en œuvre de ces recommandations et résolutions. Et à propos, le président de la transition rassure. À l'instar des recommandations des autres forats, les résolutions et recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale feront l'objet d'un grand suivi de la part des organes de la transition. Au moment où certains compatriotes, peu convaincus de la marche irréversible du peuple vers sa souveraineté, tentaient de compromettre le processus de la transition, les Maliennes et les Maliens ont, une fois de plus, donné la preuve de leur grandeur à travers ce dialogue historique.
J'exhorte donc chaque organe de la transition, chaque autorité, à quelque niveau qu'elle se trouve, ainsi que chaque Malienne et Malien à agir avec diligence pour la mise en œuvre des dites recommandations et résolutions. Aux équations nationales des solutions à l'interne, le Mali a prôné le dialogue direct sans intermédiaire entre ses fils. Les Maliens l'ont compris et se sont parlé sans embâge, un fait qui a touché le président de la transition en tant que chef de l'État et surtout initiateur de ces assises. Le peuple malien, longtemps meurtri, a compris que la paix et la réconciliation constituent les conditions principales de l'unité nationale, sans laquelle aucune vie normale n'est possible et aucune action de développement n'est concevable. Il aura fallu pour cela passer par des épreuves imposées par des groupes terroristes appuyés par des sponsors étrangers. Au regard de l'urgence de la pacification de notre pays, notre ambition à terme est de contribuer à la réalisation du rêve collectif des Maliens, un rêve de paix, de réconciliation et de cohésion nationale, mais surtout de développement. Ce rêve est légitime au regard des souffrances endurées au fil des années et causées par la mauvaise gouvernance. Pendant des semaines, le peuple malien est resté accroché aux échos qui parvenaient des différents niveaux du dialogue. Le dialogue intermalien a fait des recommandations et adopté des résolutions. Et ces recommandations et résolutions ont porté sur tous les axes de discussion retenus, dont, entre autres, l'unité nationale, la défense et la sécurité, la gouvernance politique. Loin de toute autosatisfaction, les résultats déjà obtenus suite à la détermination des organes de la transition et à l'accompagnement constant des Maliens nous motivent à garder une foi indéfectible en l'avenir tout en restant mobilisés contre les ingérences extérieures ou desseins inavoués. Pas de place donc à la division. L'appel à l'union sacrée autour de la patrie est renouvelé par le président de la transition. Le colonel Assimi Goïta qualifie ce rapport de base de données pour la résolution des conflits. Une œuvre commune qui est à la portée de tous les Maliens pour en faire bon usage. Par-delà les témoignages de reconnaissance de la nation que je vous transmets en ces instants solennels, sachez que votre œuvre sera gravée dans les annales de l'histoire du Mali, refondé et souverain. C'est bien de cette exemplarité que nous avons besoin pour inspirer et façonner les générations futures afin qu'elles tiennent dignement le flambeau du Malikoura. C'est à ce titre que notre œuvre commune aura tout son sens. Maintenant que les bases de la résolution durable de nos conflits sont établies, j'invite alors vivement les communautés à s'y impliquer avec force et conviction. Cela faciliterait sans nul doute la tâche du gouvernement dans le processus de pacification et de réconciliation du pays. La paix est désormais à notre portée et nous devons impérativement saisir cette chance historique. Comme le dit Ambabara, Fouite Bembo. Et je voudrais réitérer mon appel à tous ceux qui se sont abstenus de participer à ce dialogue afin qu'ils ne ratent pas le train de l'histoire, notre histoire commune. Toutefois, la défense des intérêts vitaux du peuple malien pour laquelle nous avons fait le serment reste notre seul repère. La mission confiée au comité de pilotage du dialogue intermalien a été accomplie à hauteur de souhait. Propos du président de la transition qui a félicité tous les membres du comité de pilotage pour la qualité du travail. Au peuple du Mali, le colonel Assimi Goïta dit merci pour le dévouement dans l'orientation du devenir de la nation Mali. La préservation de la paix passe par le maintien du dialogue au quotidien. La première mine de lithium du Mali commencera la production en août 2024, Inch'Allah. Elle sera exploitée par une société chinoise, Ganfeng Lithium, pour une durée de 21 ans. Au terme de l'accord signé entre le gouvernement et le partenaire chinois, 35% des revenus de la nouvelle mine de lithium reviendront au Mali. Plus de 100 milliards de francs CFA seront versés par an dans les caisses de l'État, un chiffre qui ne prend pas en compte les 25 milliards qui seront mobilisés
annuellement pour le développement local et les 280 milliards que vont gagner les entreprises maliennes avec lesquelles la société minière va sous-traiter. Pour plus de précisions, écoutons le ministre des Mines et celui de l'économie et des finances, en plus du directeur général de la société chinoise. Ils sont au micro de Siaka Konaté et Abdul Salam Bambara. Il travaille sérieusement avec l'État ici pour faire avancer tout le travail sur le chantier. Et on va faire tous les efforts pour produire lithium dans un meilleur délai. Cet accord que nous avons signé avec les sociétés Ganfeng Lithium, Farmfitch et Léo Lithium, justement, est consécutif à de longues discussions et au cours desquelles, justement, notre souci, c'était de faire en sorte que les partenaires soient équilibrés entre l'État du Mali et ses sociétés. Et donc, aujourd'hui, nous sommes très heureux, justement, donc, de l'issue de ces discussions, donc, qui ont vu notre État signer cet accord donc, historique avec Ganfeng, et qui aujourd'hui donc va opérer au niveau de la mine de Goulamina. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce partenariat est un partenariat historique parce que l'élément central, c'est que donc, le contrat minier va migrer sur le code de 2023. Et la participation de l'État va augmenter, ainsi que celle des nationaux. Donc nous serons à 35% désormais, États et nationaux. Et donc, c'est dire qu'aujourd'hui, nous pouvons espérer que le lithium va briller et scintiller pour l'ensemble du Mali. Avec cet accord, il y aura donc la rétrocession de la mine de Morila, donc à la Sorem, avec quelques titres miniers appartenant à Farmfitch. Donc, c'est dire que nous pouvons être rassurés par rapport à cette mine qui a fait le beau jour donc, du Mali il y a quelques années. Donc, cette mine va pouvoir reprendre très bientôt. Nous y travaillerons incessamment. L'État du Mali pourra engranger au moins 100 milliards chaque année au budget lorsque la mine va atteindre la phase de croisière qui va dégager un chiffre d'affaires annuel d'environ 700 milliards de francs CFA. Et sur cela, il faut compter l'impôt sur les sociétés qui pourra représenter donc 25%, donc 25 milliards. Les dividendes de l'État pour un bénéfice moyen attendu à ce moment de 100 milliards, ça va être 35 milliards. L'impôt spécial sur certains produits aussi, et la TAV, qui sont la taxe ad valorem, qui vont représenter également 35 milliards et 21 milliards environ, ce qui fait un peu plus de 110 à 115 milliards de francs CFA que nous allons obtenir dès que la société va entrer en période de croisière. Si nous voyons une durée de vie de 21 ans, ça peut nous amener dans les 2000 milliards, 2500 milliards sur la durée de vie du projet que nous allons obtenir au niveau du budget. Il ne faut pas négliger au moins les 22 à 25 milliards qu'on va obtenir chaque année à cause du contenu local, uniquement pour réaliser des infrastructures routières, énergétiques, hydrauliques, pour faire le développement local, renforcer les capacités de la DNGM et du ministère des Mines. Quand on va appliquer les règles du contenu local, avec quelques exceptions qui ont été accordées à la société, conformément au texte en vigueur, nous allons avoir au minimum 250 milliards de chiffre d'affaires pour les entreprises maliennes qui se seront installées dans le secteur. Parce qu'on a dit qu'il faut que la sous-traitance soit faite au moins à 51% par des entreprises détenues par des Maliens. On a obtenu 60 millions de dollars de Farmfitch en guise de réparation des dommages qui ont été causés à la mine de Morila, soit environ 36 milliards de francs CFA. Je voudrais en tout cas remercier tous ceux qui ont participé à ces échanges. On n'a pas fini, il y a encore des derniers réglages à faire, mais nous pouvons nous satisfaire des résultats. Fin de la compétition sur la transformation numérique. La 3e édition avait pour thème la souveraineté numérique. Cette compétition a été initiée par Africa Digital. Elle vise à révéler les talents dans le domaine du numérique et être compétitif sur le plan national et international. Le premier prix de ce concours pour les établissements a été remporté par la FST, Faculté des sciences techniques, et le premier prix pour les startups est revenu à Malibot. Almozer Alkamissa Yatara nous en dit plus. Après la conférence de presse pour le lancement des activités et la phase
sélection des candidats, les résultats du concours sur la transformation numérique initié par Africa Digital ont été proclamés ce dimanche 12 mai. La compétition était ouverte entre 9 établissements et 3 startups. Au final, c'est la FST qui remporte les premiers prix, suivi de Intexip, et la 3e place est revenue à l'établissement Aïtma. Alors nous, on a développé un robot nettoyeur qui peut être télécommandé avec une caméra dessus, donc qui permet de faciliter le pilotage. Et aussi dans certaines salles de réunion, les agents d'entretien qui n'ont pas l'autorisation d'être en salle pendant ces réunions-là peuvent utiliser cet équipement vu qu'il n'y a pas d'équipement audio dessus. Pour les startups, le premier prix est revenu à Malibot, le 2e à Equinox et le 3e prix à Cypertech. On a présenté un système intelligent qui utilise la puissance de l'intelligence artificielle pour détecter en temps réel les dommages qui se situent sur la route. Du coup, c'est une solution qui va permettre aux travailleurs de la route d'inspecter facilement, à l'aide d'une simple application mobile, les dégâts sur la voie routière. Pour les jurys, la compétition a tenu toutes ses promesses. Le Mali peut être fier des jeunes qui partent à l'étranger, qui gagnent pour le Mali. Le Mali peut être fier de ce que nous on a vu ici et qui assure la relève de tout ce qui existe aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincu. Le talent et l'engagement des jeunes à pouvoir trouver des solutions pour l'avancée de ce pays et innover, améliorer les solutions existantes. Et ce qui va en concordance avec le Mali Croix. La remise officielle des prix de la 3e édition de la compétition sur la transformation numérique est prévue la semaine prochaine. Tenue à Sande la première journée interordre professionnel de la santé. L'édition qui a regroupé des centaines de participants a porté sur le thème « Devoir de l'agent de santé et droit du patient ». Vente illicite des médicaments. Des conférences, débats et un don de médicaments ont constitué les temps forts de cette journée. 200, la correspondance de Driss Akoni. Les porteurs des blouses blanches de la région de Sens sont en ordre de bataille. Cette journée de l'interordre professionnel de santé, première du genre dans la région, se veut un espace de prise de conscience. L'interordre professionnel regroupe tous les pharmaciens, les médecins, les infirmiers et les sages-femmes de sang. Et nous avons comme rôle spécifique cadrer les agents de santé sur le plan déontologique et éthique. Vous savez, avec la prolifération des structures privées, des cabinets, des écoles, s'il n'y a pas un encadrement, s'il n'y a pas un suivi, ça peut tourner à la catastrophe. Des éminents conférenciers venus pour la cause vont animer plusieurs thématiques en lien avec les thèmes de l'édition qui sont devoir de l'agent de santé et droit du patient, vente illicite des médicaments. Dans toutes choses, il y a des mauvaises graines. Le procureur est là, notre médecin légiste est là. C'est pour dire aux gens que les choses changent et rien ne sera plus comme auparavant. Si par exemple il y avait un problème, on dit que c'est Dieu qui a fait. Mais on a remarqué maintenant là, on l'explique tout ça là à Dieu. Mais si nous, en tant qu'ordre professionnel, si on les sensibilise, on les met sur le droit chemin, je pense que ça va diminuer des problèmes. Chacun saura au moins quel rôle jouer dans la chaîne de la santé. Surtout, nul n'est à l'abri de l'hôpital. Du jour au lendemain, on peut se retrouver sur un lit. Donc, le mieux est que ça aille très bien et que tout le monde y profite. Au même moment, des dépistages gratuits du diabète et de la tension artérielle sont en cours et vont concerner plus de 800 inscrits avec don de médicaments. En 3e région, les néphrologues, neurologues, dermatologues et rhumatologues échangent et réfléchissent sur les approches de diagnostic du lupus. C'est dans le cadre de la célébration de l'édition 2024 de la Journée mondiale du lupus, dont le thème est « Dépister et accompagner ». Le compte rendu de Moussokoro Sérimé et Daouda Konaté.
Célébrer le 10 mai de chaque année, la Journée mondiale du lupus est une occasion idéale pour la Société malienne de rhumatologie de faire des consultations gratuites pluridisciplinaires de l'arthrose avec don de médicaments et de sensibiliser la population de Sikasso sur les symptômes, les facteurs de risque et la nécessité du dépistage précoce du lupus, une maladie qui constitue l'une des premières causes de mortalité chez la femme en âge de procréer. Délocalisés pour la deuxième fois à Sikasso, 65 patients bénéficient des prestations de l'édition 2024 en étroite collaboration avec des spécialistes de la neurologie, la néphrologie et la dermatologie. Sikasso, il faut le dire, est l'unique région où il y a un rhumatologue au Mali. Donc, dans le cadre de la visibilité de la spécialité et venir en renfort avec notre collègue qui est sur place, c'est ce qui a motivé le premier choix. Et le deuxième choix, c'est de toute nature, parce que nous venons voir le premier travail qu'on a fait, quel en est le résultat et quelle en est la pérennité. Ces consultations gratuites sont couplées à un forum scientifique entre les différentes spécialités de la région. Un cadre d'information, de partage d'expériences et d'échanges autour des techniques de diagnostic de la pathologie. Et le thème de cette 21e journée est « Dépister et accompagner ». Les activités médicales, consultations gratuites et des formations continues développées au cours de ces journées cadrent parfaitement bien avec le plan d'action du Conseil régional de l'Ordre des médecins de la région de Sikasso. C'est ensemble, par notre engagement et notre détermination, que nous pouvons réaliser des progrès significatifs vers un monde où le lupus ne sera plus une menace majeure pour la santé publique. Créée en 2016, la Société malienne de rhumatologie a pour entre autres missions la prise en charge, la vulgarisation et la promotion de la lutte contre les affections rhumatologiques et l'enseignement de la rhumatologie. La journée est sanctionnée par la visite des stands des produits pharmaceutiques. Toujours dans le domaine de la santé, lancement à Koutiala des journées nationales de vaccination JNVI contre la poliomyélite. Premier passage édition 2024. Du 10 au 13 mai 2024, plusieurs personnes sont déployées pour vacciner plus de 3000 enfants âgés de 0 à 59 mois via la stratégie porte-à-porte. Sur le plan financier, ces journées sont soutenues par l'OMS et l'UNICEF. Le reportage de Brahima Kone. Cette dose de vaccin avalée par Fatmata Diabaté, âgée de 6 mois, marque le lancement du premier passage de l'édition 2024 des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite au Mali. Occasion pour le directeur de cabinet du gouverneur de restituer les résultats obtenus pendant l'édition 2023. Ces résultats atteints sont respectivement de 81,49% pour le premier passage et 93% pour le second passage. C'est surtout les résultats des enquêtes de qualité, monitorage, de la campagne qui sont très satisfaisants dans le district sanitaire de Koutiala qui sont révélés. 99,8% d'enfants ont été vaccinés dans les ménages. 100% d'enfants ont été vaccinés hors ménage. L'objectif de ces GNV est de vacciner 100% des enfants de 0 à 5 ans dans le district sanitaire de Koutiala. Pour l'atteinte de cet objectif, plusieurs agents vaccinateurs, superviseurs et mobilisateurs sociaux sont à pied d'œuvre à travers la stratégie porte-à-porte. D'autres stratégies novatrices pourront être développées en fonction de la situation sécuritaire dans les zones à sécuriser compromises pour vacciner tous les enfants. Les ressources financières mobilisées sont estimées environ globalement à 61 108 776 francs et mobilisées par les partenaires comme l'OMS, 35 796 260 francs et pour l'UNICEF, 25 312 516 francs. L'organisation de ces GNV découle de la ferme volonté du gouvernement d'éradiquer la poliomyélite. Parlons éducation à présent. Les résultats du bac blanc sont jugés non satisfaisants depuis longtemps dans le cercle de Djema. Les professeurs s'engagent à renverser la tendance avec l'organisation d'un bac blanc cette année afin de préparer les élèves à mieux affronter les examens de fin d'année. Les meilleurs de cet examen ont été récompensés lors de la clôture d'une semaine éducative et culturelle organisée pour la circonstance. Moussa Diakité y était au nom de l'ERTM. Depuis plusieurs années, les résultats des examens de fin d'année, surtout du baccalauréat,
sont jugées non satisfaisantes dans les cercles de Djema. Fort de ce constat, les professeurs du lycée organisé en syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités SIPESCO souhaitent désormais prendre le taureau par ses cornes en vue de renverser la tendance. Ils viennent d'organiser un bac blanc à l'intention des candidats dans les différentes séries pour jauger leur niveau et les préparer à mieux affronter les bacs nationaux. Les 3 meilleurs du dit examen ont été publiquement récompensés le week-end dernier lors de la clôture d'une semaine culturelle, éducative et sportive organisée à cet effet. C'est une manière pour nous, en tant que syndicat, de travailler en sorte que les enfants arrivent au moins à avoir le maximum de formation et créer une symbiose au sein de l'établissement entre enseignants, entre collègues, entre administration et enseignants, et entre également parents d'élèves et enseignants. Plusieurs activités allant des jeux concours aux danses chorégraphiques, en passant par les sketchs et les défilés de mode, ont émaillé la semaine. Dans l'équipe, vraiment, il faut qu'on se donne la main pour connaître les résultats escomptés. Le message que j'ai à lancer, en tout cas au niveau des organisateurs, c'est de pérenniser de telles activités pour que les élèves puissent rester soudés, pour affronter les défis de la vie. Plusieurs personnalités du cercle ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur forte implication dans la gestion de l'école. 12 mai 1955, 12 mai 2024, à Seyyid Ousmane Chérif Madan Haïdara, le guide spirituel des Ansar, à 69 ans. Comme à l'accoutumée, cette date d'anniversaire du leader religieux a été célébrée par ses fidèles. Une façon de lui rendre hommage pour ses efforts au rayonnement de la religion musulmane. Aridou Matina. Le 12 mai marque l'anniversaire de la naissance du guide spirituel d'Ansardine, Seyyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Et depuis quelques années, à l'occasion de cet anniversaire, les disciples et sympathisants du charismatique leader religieux se retrouvent dans la communion pour magnifier cette date qu'ils considèrent grandiose et un symbole très fort. Nous avons rendu hommage au guide, mais cette cérémonie, ce n'est pas que seulement des disciples, ce n'est pas seulement des Ansar, c'est tous les Mali qui étaient là, surtout la communauté musulmane et la communauté chrétienne qui étaient représentées par Yankoro Yassamake. Tous les Mali ont rendu hommage au guide à travers les œuvres humanitaires qu'il ne cesse de mener tous les jours pour le confort du peuple malien. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, de manifestation. 69e anniversaire du guide spirituel des Amsara Seyyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, le papa de bonheur qui a œuvré pour rendre heureux le Mali, l'Afrique aussi et le monde en entier. Né en 1955 à Tamani, Ousmane Madani Haïdara a consacré toute sa vie au développement de la religion musulmane. Et la forte mobilisation autour de lui témoigne de son engagement au service de l'humanité. Une occasion pour lui, à l'occasion de ce 69e anniversaire, de rendre hommage au pays et à ses nombreux fidèles. An bɛ aw fo a sara bɛ Ala bolo nin funteni na ni tile n kɔrɔ ka bɔ ka na ni ɲɔgɔn da a yɛrɛ kan a ni kanu ni Ala ko tɛ foyi tɛ se k'a kɛ kuma surunya na an b'aw fo ka dugawu kɛ an ka jamana ye Ala k'a suma Ala k'a basigi. L'événement a été marqué par la remise de nombreux cadeaux au non moins président du Haut Conseil islamique du Mali, dont la copie d'une parcelle de 150 hectares à Donyumana achetée par la Fédération internationale d'Ansardine pour le guide afin qu'il organise dans les années à venir ces cérémonies de retrouvailles dans cet espace. Joyeux anniversaire au guide des Ansars. C'est la fin de ce journal. À demain, plaise à Dieu.